15h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. L'été de tous les dangers pour les pompiers. Et ces deux nouveaux départs de feu dans l'Hérault cet après-midi. Les incendies qui se succèdent à cause des conditions climatiques défavorables. Nous serons avec Nicolas Coadou à Villeneuve-les-Maglones où les pompiers sont actuellement en pleine intervention. 38 degrés dès demain et un pic probable en fin de semaine prochaine. Une nouvelle vague de très forte chaleur va déferler sur toute la France, la troisième de l'année, et le phénomène pourrait durer. Les précisions de Thomas Herman dans un instant au niveau du pont du Gard. Un troisième coureur vient d'être testé positif au Covid sur le Tour de France. Il s'agit du Français de la Cofidis, Guillaume Martin. Il n'a pas pris le départ de cette 9e étape. La menace Covid plane de plus en plus sur l'ensemble du peloton. À l'étranger, au moins 15 morts dans une frappe russe à l'est de l'Ukraine. Un immeuble d'habitation de la ville de Tchassiv Yar a été touché. Les bombardements se poursuivent sans relâche dans toute la région de Donetsk et dans le sud. Mais avant cela, c'est deux nouveaux incendies. Donc dans l'Hérault, le premier s'est déclaré à Montbazin, entre Sète et Montpellier, et un autre dans les environs, à Villeneuve-les-Maglones. C'est là que l'on vous retrouve, Nicolas Coadou. Les pompiers sont actuellement en pleine intervention juste derrière vous. Absolument, vous le voyez sur ces images de Cléa Joanneau, les pompiers sont en pleine intervention. Alors, le feu est officiellement fixé. Souvent dans nos reportages, dans nos directs, on vous explique qu'un feu fixé ne veut pas dire un feu éteint. Eh bien, voilà l'explication la plus parlante, car vous voyez bien ces flammes qui sont en train de brûler tout autour de nous. Sur ces images de Cléa Joanneau extrêmement impressionnantes, eh bien, le feu est fixé. Ça veut simplement dire en fait qu'il ne se propage plus, qu'il est en quelque sorte maîtrisé par les pompiers. Mais regardez, ce qui est intéressant ici, ce qui est même très inquiétant, c'est qu'on n'est pas du tout loin des habitations. On est au contraire à seulement quelques dizaines de mètres. Vous le voyez sur ces images, il y a des serres et des maisons juste derrière en contrebas. D'ailleurs, vous pouvez voir les habitants extrêmement inquiets, munis d'un jet d'eau qui tente d'éteindre les braises pour éviter une reprise de l'incendie. Alors fort heureusement, les pompiers ont pu intervenir extrêmement rapidement. Seulement quelques dizaines de minutes, ils étaient sur place. Il y a pu avoir 3 largages aériens, des moyens départementaux du SDIS de l'Hérault qui ont permis de ralentir la propagation du feu. Les pompiers étaient mobilisés sur un autre incendie. Vous l'avez dit, entre Sète et Montpellier. Une fois l'incendie fixé, ils ont pu créer une colonne que nous avons eu la chance de suivre. C'est ensuite que les pompiers se sont rendus sur place pour fixer ce feu. Voilà, le travail des pompiers devrait continuer pendant au moins les prochaines heures, car vous le voyez, les foyers sont encore très nombreux et le climat de sécheresse intense favorise des reprises d'incendie extrêmement faciles, extrêmement rapidement. Donc les pompiers vont rester très vigilants et encore au moins plusieurs heures sur ce site. Merci beaucoup Nicolas Coadou, donc à Villeneuve-les-Maglones dans l'Hérault, et également à Cléa Joanneau qui vous accompagne pour ce reportage très concret, effectivement au cœur de l'intervention des pompiers. On se rend bien compte de la difficulté pour eux de lutter contre les flammes, même si désormais cet incendie est fixé. Incendie alors qu'il y a ces fortes chaleurs qui vont arriver à partir de demain, et ce n'est pas fini, une nouvelle vague de fortes chaleurs donc, qui arrive, qui deviendra probablement un épisode caniculaire. Alors comment les vacanciers s'adaptent-ils aux températures qui vont arriver ces prochains jours? Thomas Herman est au pied du célèbre pont du Gard près de Nîmes. Jusqu'à 33 degrés cet après-midi ici au pont du Gard. Alors forcément, on profite du Gardon pour se rafraîchir, à la fois en se baignant dans l'eau ou tout simplement en canoë-kayak. On est avec vous, bonjour. Bonjour. Bon, c'est quoi le programme cet après-midi pour profiter un peu de la fraîcheur avec ce soleil? Rester là-bas, vers l'eau, c'est que ça avec les chiens. Oui, que ça. Pas beaucoup plus. Bon, je précise que vous êtes irlandais. Oui, Il fait chaud pour un Irlandais ou pas là? Oui, c'est comme et c'est vraiment un calcul. Il fait chaud là-bas en Irlande, mais pas comme ici maintenant. Mais je suis pas habitué. Bon, vous restez encore la semaine prochaine ici. Oui, Il y a un épisode caniculaire qui va durer jusqu'au week-end prochain. Comment on s'adapte pour les vacances là? Oui, je dois rester à l'hôtel, mais je peux pas aller à la plage avec le chien aussi. C'est trop pour nous. Ouais, donc tranquille chez nous, pardon. Et les bons conseils pour éviter le soleil, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger notamment? Je sais pas, boire beaucoup de l'eau et c'est que ça. Prendre du temps tranquille, mais pas au soleil, c'est trop pour nous. Merci beaucoup et passez de bonnes vacances, surtout ici à proximité du pont du Gard. Alors je vous le disais, on va avoir un épisode caniculaire qui va arriver à partir de demain, entre 36 à 38 degrés dans le département. Mardi, jusqu'à 39 localement, et surtout, le pic de cette vague de forte chaleur est attendu le week-end prochain. Voilà, oui, est avec nous pour faire le point sur cette situation météo. Météo France qui anticipe des températures jusqu'à 38 degrés demain. Quelle est l'importance de cette vague et quelles sont les régions concernées?
Alors c'est tout le pays qui va être concerné par cette chaleur étouffante qui va s'installer sur le pays. On a tout ce contexte météo propice à cela, ces conditions anticycloniques, cette dorsale anticyclonique qui s'étend de la France à l'Espagne et puis cette goutte froide qui va venir peut-être, probablement, fort probablement, venir jouer ce rôle d'aspirateur d'air chaud qui va propulser toute cette chaleur sur la France pendant de nombreux jours en effet. Donc c'est enclenché, ça y est, les températures cet après-midi déjà grimpent, 35 degrés sur le sud-ouest, mais ça reste globalement raisonnable et c'est fou parce que ces températures sont déjà très élevées pour la saison. 32 degrés sur la façade atlantique, 29 degrés à Paris, 30 degrés à Brest cet après-midi. Demain matin, là aussi, ça grimpe d'un cran par rapport à ce matin déjà. 17 à Paris contre les 14 degrés 5 de ce matin, 20 degrés à Bordeaux, 20 degrés à Marseille, 23 à Nice. Et dans l'après-midi, on monte encore en degrés, 36 à 38 localement sur le sud-ouest, sur la vallée du Rhône, sur la façade atlantique aussi. Et puis c'est tout le pays, les pays de la Loire aussi qui vont vraiment avoir des températures extrêmement élevées. Voilà dans le détail ce que ça va donner, donc 37-38 degrés localement. Et ce n'est pas fini puisque ça sera vraiment très progressif. Quasiment tous les jours, on va gagner entre 1 et 2 degrés sur des valeurs déjà extrêmement élevées. Donc localement 39 degrés, probablement 40 sur le sud-ouest, tout cela en remontant même jusque sur l'intérieur de la Bretagne, sur la vallée du Rhône. On a un pic qui est, voilà, dans le détail pour mardi après-midi, 33 à Paris, 37 degrés, donc du côté de La Rochelle, 36 à Nantes, 35 à Rennes sur les Pays de la Loire. Donc c'est des valeurs vraiment assez impressionnantes et ce n'est pas fini puisque vraiment le pic est attendu pour le week-end prochain entre samedi et dimanche. Ce qui inquiète aussi, Sandra, c'est que cet épisode de forte chaleur pourrait durer plus longtemps que le précédent au mois de juin. Oui, exactement. Ça sera probablement plus long. Là, on est parti. Déjà, ça commence donc là tout doucement lundi, donc une bonne semaine, et on n'en voit pas la fin. En effet, les températures du matin vont dans un premier temps rester assez limitées. En tout cas, de la nuit, la hausse va être assez limitée. Elles vont réussir quand même à redescendre, mais ça va être très temporaire puisque ensuite, en effet, on va avoir ces nuits torrides aussi. Et c'est vrai que ça augmente encore dimanche. Donc, on ne sait pas au-delà, voilà, jusqu'à quand ça va durer. Météo France a encore beaucoup d'incertitudes. Tout dépendra aussi de cette goutte froide. Mais c'est vrai qu'a priori, sur certains départements, on verra aussi combien on va passer en canicule orange. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais a priori, les températures montant aussi le matin. Je vous rappelle qu'il faut 3 jours et 3 nuits consécutives sur des seuils ne dépassant pas certains seuils, justement. Enfin, voilà, vous m'avez compris. C'est pas très clair. Merci beaucoup, Sandra. Justement, des températures qui illustrent ce changement climatique qui impacte même au plus haut des sommets désormais, puisque fini le ski aux Deux Alpes. Faute de neige, le glacier de la station iséroise ferme son accès aujourd'hui. C'était à 14h, avec 3 semaines d'avance. La randonnée et l'accès aux autres activités estivales, comme la visite de la grotte de la glace, restent en revanche ouverts. Autre signe des effets du réchauffement climatique sur les montagnes. Le glacier de Tignes avait déjà fermé le 1er juillet avec 1 mois d'avance et un autre glacier de la région, celui de Pissayas à Val d'Isère, n'a quant à lui pas du tout ouvert cette année. Et on en parlera évidemment avec notre invité à 16h, Fabrice Boutet, directeur général de la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez. C'est la grande crainte des équipes du Tour de France. Le Covid a donc fait son apparition. Ça y est, sur la grande boucle, le coureur français de la Cofidis, Guillaume Martin, a été testé positif, contraint d'abandonner, tout comme 2 autres coureurs dépistés avant lui hier. La crainte d'une épidémie est donc bel et bien réelle, même si des mesures sont prises. Maxime Montiou avec Julien Richard, Arnaud Souk et Kevin Morand. 3 tests positifs et la psychose est de retour. Ce matin, le Français de l'équipe Cofidis, Guillaume Martin, a été annoncé non partant. Dans le peloton, le Covid refait surface et inquiète coureurs et managers. On sait très bien qu'on a tous un coup près au-dessus de la tête et que le Covid qui se diffuse un peu partout, on voit que les chiffres sont assez alarmants. Forcément, on est aussi au contact de la population, dans les hôtels, sur des routes. Et à un moment donné, ça peut se diffuser. Cette année, le public est de nouveau au contact des coureurs. Le protocole a été largement allégé par l'organisation. Exemple, un coureur positif mais asymptomatique pourrait poursuivre l'épreuve. Il est conseillé aux formations de tester régulièrement tous les membres de l'équipe. Beaucoup le font déjà et s'adaptent également en limitant au maximum les interactions entre les coureurs et les personnes extérieures. L'organisation doit vraiment faire un meilleur travail de contrôle sur la foule. Cette année, le Covid est plus dangereux pour nous que les 2 dernières parce que le variant Omicron est très contagieux.
Il n'y a pas assez de spectateurs masqués et les masques ont été retirés des protocoles. C'est peut-être bon pour la course, mais certainement pas pour les coureurs. Lundi, lors de la journée de repos, toute la caravane du Tour sera testée par l'organisation. Du stress supplémentaire pour les favoris du classement général qui pourraient perdre tout espoir de succès en un instant. On évoque également dans l'actualité cette intervention de police qui fait polémique à Nice. Jeudi après-midi, des policiers ont fait usage de gaz lacrymogène dans le quartier des Moulins à l'ouest de la ville alors qu'ils poursuivaient des délinquants. Le problème, c'est que ça s'est passé au milieu d'une foule composée d'enfants et de familles. Sur une vidéo, des habitants du quartier interpellent les policiers. L'un d'eux répond « Et alors ?» Écoutez ce qu'en pense Denis Jacob du syndicat Alternative Police. S'il y a des plaintes qui sont faites et qu'il y a un problème de doctrine d'emploi du gaz lacrymogène, une enquête sera diligentée et toute la lumière sera faite sur cette affaire. Mais en l'occurrence, des informations que j'ai en ma possession, le gaz aurait été utilisé dans les conditions lesquelles ils sont autorisés et que mes collègues n'ont fait que leur travail. On en vient à présent à la situation en Ukraine, alors que nous en sommes au 137e jour de guerre. Et cette frappe sur un immeuble d'habitation à Tchassiviar, dans l'est du pays, une frappe russe qui a fait au moins 15 morts. 5 personnes ont pu être sauvées, a par ailleurs précisé le gouverneur. On fait le point avec Marion Bordier. Les secouristes se pressent sur les restes de cet immeuble résidentiel bombardé, à la recherche de survivants. Des décombres, ils sortent les corps des habitants décédés devant leurs voisins, traumatisés. Qu'est-ce que nous leur avons fait? Qu'est-ce que notre peuple a fait pour mériter ça? Il y a eu de l'obscurité et puis tout a commencé. Nous avons couru au sous-sol, il y a eu 3 coups. Le premier, quelque part dans la cuisine. Le deuxième, je ne m'en souviens même plus. Il y a eu la foudre. On a couru vers la deuxième entrée, puis tout droit dans le sous-sol. Nous sommes restés assis là toute la nuit, jusqu'à ce matin. Cette nuit, un missile russe a touché cette résidence de 4 étages de la petite ville de Tchassiviar, dans la région de Donetsk, tout près de la limite avec le Donbass. Depuis le début de la guerre, les Russes ne cessent de bombarder cette zone, cible principale de Moscou. Même si les Russes ont affirmé qu'ils faisaient une pause opérationnelle dans la région du Donbass, Vladimir Poutine n'a absolument pas renoncé à ses objectifs. Il semblerait que les Russes vont relancer leur offensive une fois qu'ils auront recomplété des unités qui ont été très sérieusement sollicitées pendant la bataille du Donbass. Selon les Ukrainiens, 591 civils sont morts dans la région de Donetsk depuis le début de l'invasion par la Russie. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous évoquerons cette vague de chaleur qui va s'installer sur la France à partir de demain. Et nous serons en direct avec le directeur d'un EHPAD. Évidemment, les personnes les plus fragiles, les personnes âgées notamment, seront extrêmement surveillées. À tout de suite. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Retrouvez l'écho du week-end avec Bexley. Bexley, vous avez le sens de l'étiquette. Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique, à partir de 260 € par mois, avec 3 ans de garantie, assistance et entretien inclus. Dans quelques secondes, papa va convertir en briques, en bâtons et en plaques, et Léo va le regarder bizarrement. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot historique de 230 millions d'euros. Voici le prix que Sophie a payé pour son séjour à l'hôtel. Pas mal, Sophie. Laura a séjourné dans le même hôtel avec les mêmes avantages, mais la différence est flagrante. Pourquoi ?
Eh bien, Sophie a trouvé son hôtel sur son site habituel, alors que Laura a utilisé Trivago pour comparer les tarifs des principaux sites de réservation et dénicher une super offre. Quelque chose me dit que Sophie utilisera Trivago la prochaine fois. Un hôtel ? Trivago. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. Cet été, embarquez pour la Méditerranée ou les fjords de Norvège. MSC Croisière, découvrir le monde en grand. Apple Pay, c'est facile, sûr et sans contact. Parfait pour penser à autre chose. LCL, élu service client de l'année 2022. Bonjour, je suis votre algorithme. Je sais à quelle fréquence vous faites du sport, le plat que vous allez commander. Je connais même votre prochaine envie. Non, j'en doute. Nouvelle Alfa Romeo Tonale hybride. Live unpredictably. Ça fait 70 ans que Sofinco est à vos côtés. Aujourd'hui, pour vos projets de rénovation ou l'achat d'une voiture plus respectueuse de la planète, on continue d'avancer avec vous. Et ça, c'est smart. Alors, pour tous vos projets, en ce moment avec Sofinco, bénéficiez d'un prêt de 12 000 € pour 190 € par mois sur 72 mois. Contactez-nous au 3005 ou sur sofinco.fr. Sofinco, vous donnez de l'avance. – 15h44 à la une, l'été de tous les dangers pour les pompiers. Ces deux nouveaux incendies, deux nouveaux départs de feu dans l'Hérault cet après-midi. Des incendies qui se succèdent à cause des conditions climatiques défavorables, la chaleur, la sécheresse, le vent. Nicolas Coadou assiste à l'extinction d'un feu à Villeneuve-les-Maglones, au plus près des pompiers en pleine intervention. On évoque également cette nouvelle vague de chaleur sur la France. Dès demain, Météo France annonce des températures pouvant atteindre les 38 degrés, un épisode qui pourrait durer longtemps et donc affecter les personnes les plus vulnérables. Nous sommes en direct avec Eric Angelo Bellini. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'EHPAD des Rousselières à Pleumartin. Est-ce que vous avez mis en place des mesures particulières pour veiller sur les pensionnaires de votre établissement ? Oui, bien sûr, depuis déjà plusieurs semaines, puisque nous avons déjà traversé au mois de juin une vague de chaleur assez forte. Donc les plans bleus sont actifs et depuis 2003, nous avons bien progressé. Donc oui, bien sûr, tout un tas de mesures sont en place pour préserver les résidents. Par exemple ? Climatisation, plus de personnel, c'est-à-dire qu'on a renforcé les équipes parce que ce qui est primordial dans ces conditions-là, c'est le nombre de têtes et de bras. Nous avons affaire à des gens qui sont fragiles, qui ont besoin qu'on les accompagne dans les gestes quotidiens, s'hydrater, boire, mais pas trop, venir dans les pièces réfrigérées, rafraîchies, puisque nous avons une climatisation. C'est pas bien pour la planète, mais c'est bien pour les personnes fragiles. Donc on climatise, on rafraîchit toute une partie de l'établissement et on veille à ce que les résidents y passent régulièrement avec ce que ça provoque comme problématique, parce que quand on passe d'une pièce où il fait 40 degrés à une pièce où il fait 25, on a presque froid. Donc on sait faire. Vous avez la chance, vous, dans votre établissement, visiblement, d'avoir pu trouver du personnel supplémentaire pour faire face à cette nouvelle vague de chaleur. Vous avez augmenté de combien cette main-d'œuvre pour aider les seniors de votre établissement ? Alors non, nous n'avons pas augmenté. Nous mobilisons les gens qui sont présents. Nous faisons avec les moyens du bord, dans une période où effectivement, vous avez raison, ce qui est fondamental, c'est le temps. C'est les têtes et les bras, c'est le temps humain auprès des personnes, que ce soit en établissement ou à domicile d'ailleurs. Et on a mobilisé les équipes. Les équipes, depuis 2 ans et demi, font la preuve d'un engagement professionnel admirable. Ils sont là.
Ils savent que c'est une période difficile. Ils savent que la vague de chaleur va être compliquée pour les résidents. Donc ils sont là, ce sont les mêmes. Donc ça veut dire que vous avez augmenté leur amplitude de travail. Vous gardez les mêmes ressources, mais ils vont travailler plus longtemps gracieusement. Ils vont être plus fatigués, ils vont avoir besoin de récupérer, ils vont avoir besoin de vacances. Il faudrait que l'État entende ça et entende que nous avons besoin d'être autorisés à recruter plus. On trouvera, si l'État nous autorise à recruter plus de personnes, on les trouvera. Pour l'instant, c'est pas possible. Budgétairement, nous ne sommes pas accompagnés là-dessus. On peut pas, donc on fait avec les moyens du bord. Il faut que l'État réponde à ça, prenne ses responsabilités et autorise les directeurs et directrices à renforcer les équipes dans les vagues de chaleur, parce que c'est ça qui est central. C'est un appel qui est lancé. Malgré ça, est-ce que vous avez le sentiment quand même que les leçons de la canicule de 2003 ont été tirées, qu'on sait mieux faire face désormais à ce genre d'épisode ? Oui, bien sûr. Ça fait 19 ans maintenant que cette canicule dite historique est arrivée. Aujourd'hui, on est quand même très inquiet parce que suite à la canicule de 2003, on a surtout eu beaucoup de normes, beaucoup d'obligations, beaucoup de contrôles, pas beaucoup de moyens supplémentaires, pas beaucoup d'accompagnement, pas beaucoup de temps de travail. Dans les établissements pour personnes âgées, le plateau technique, c'est le temps humain, c'est les têtes et les bras. Or, ce dont nous manquons aujourd'hui, c'est de ce plateau technique-là. Ce qu'il nous faut mobiliser dans les périodes de forte chaleur, c'est le plateau technique, c'est-à-dire c'est du temps humain. Alors, on fait appel aux bénévoles, on fait appel aux associations des familles. Moi, j'ai la chance d'avoir une association de familles très, très dynamique dans mon établissement, donc je sais qu'ils viendront et que nous aurons des bénévoles pour renforcer l'équipe. Mais c'est un petit peu au cas par cas, c'est un petit peu en fonction des réalités locales. Là-dessus, nous n'avons pas tiré toutes les leçons, c'est clair. C'est pour ça que toutes les fois qu'il y a une vague de chaleur, on est en grande précarité et que l'inquiétude monte dans les établissements. On sait qu'on est en danger et on sait qu'on n'a pas tous les moyens pour faire face à ce danger-là. En tout cas, on retient bien le message que vous avez lancé, Éric Angelo Bellini, des leçons qui ont été tirées depuis 2003 de votre côté pour veiller sur les pensionnaires, mais surtout du manque qui reste criant de personnel pour vous aider à accomplir ces tâches. Le message est bien passé. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur de l'EHPAD des Rousselières à Pleumartin. On en vient tout de suite à notre chronique santé. Prenez soin de vous. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Notre chronique, prenez soin de vous. À la une ce dimanche, une méthode qui est en train de révolutionner la façon dont on traite le cancer. On parle d'immunothérapie ou comment soigner avec son propre système immunitaire. Et pour en savoir plus, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Olivier Minkeline. Vous êtes oncologue au CHU de Lausanne et vous avez commis ce livre en fait sur la révolution de l'immunothérapie avec votre collègue Georges Koukos. Donc la première question, c'est dire comment l'immunothérapie peut aller lutter contre le cancer. Oui, l'immunothérapie, c'est vraiment une nouvelle arme dans notre arsenal. Et elle a ceci de particulier qu'elle ne va pas cibler, comme la chimiothérapie, les cellules cancéreuses, mais vraiment essayer de stimuler notre système immunitaire, nos globules blancs. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que notre système immunitaire, on le garde toute notre vie. Donc si on arrive à le reprogrammer, on va être capable d'avoir une immunité durable, d'où les bénéfices sur le long terme qu'on voit chez les patients. Alors pourquoi cette stratégie ne fonctionne-t-elle pas sur tous les patients et quels sont d'ailleurs les cancers qui sont éligibles à l'immunothérapie ? Alors c'est une stratégie qui malheureusement n'est pas efficace dans tous les cas, probablement parce que les mécanismes que la tumeur met en place pour résister au système immunitaire sont très différents. Donc il nous faut maintenant comprendre ces mécanismes et essayer de trouver les failles dans chacun des cancers. On a des cancers qui répondent extrêmement bien, le mélanome, le cancer du poumon, et d'autres qui par contre restent extrêmement difficiles à traiter, comme le cancer du côlon, le cancer du sein. Donc il nous faut maintenant comprendre les mécanismes dans ces cancers pour avancer. Est-ce qu'on a vraiment suffisamment de recul aujourd'hui pour dire que ça fait partie de tout l'arsenal thérapeutique contre le cancer? Alors absolument, je pense que maintenant on a plus de 10 ans de recul. Donc on sait que par exemple dans le mélanome, on a 6,5 ans de recul sur les grosses études et on voit qu'on arrive à un plateau. Donc les patients maintenant sont vraiment sur un bénéfice de long terme. Beaucoup n'ont plus de traitement. Donc là on peut vraiment on peut l'arrêter un jour ou l'autre. Exactement, oui. On peut vraiment parler de rémission de longue durée et je pense qu'on a maintenant suffisamment de recul pour être sûr que ce pilier va rester comme un des fondamentaux de l'oncologie de demain. Olivier Minkeline, merci beaucoup. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous.
C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Un point sur la météo avec ces grosses chaleurs qui arrivent sur le pays. La météo avec Bexley. Bexley, vous avez le sens de l'étiquette. Avec Tendre Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. Et c'est donc confirmé, c'est enclenché, cette vague de chaleur s'installe sur le pays. Une semaine qui s'annonce très difficilement supportable avec ces conditions largement anticycloniques, cet air très chaud qui va s'installer sur le pays pour au moins jusqu'à dimanche prochain, voire même au-delà. On confirmera évidemment tout cela dans nos prochains bulletins. C'est du plein soleil sans surprise. Encore un petit peu de Mistral dans la vallée du Rhône pour demain matin. Dans le courant de l'après-midi, rien à signaler si ce n'est ces quelques bourgeonnements nuageux sur les reliefs qui pourront apporter une petite averse et surtout les températures évidemment qui nous intéressent. On monte d'un cran aussi le matin à Paris, 17 degrés attendus, 20 degrés à Bordeaux, 20 degrés à Marseille, 23 à Nice, 12 degrés à Strasbourg. Dans l'après-midi, ça monte aussi d'un cran tout doucement, 37 degrés attendus du côté de Toulouse, 36 à Bordeaux. On attend des valeurs très élevées sur l'ouest, 35 du côté de La Rochelle, 34 à Nantes, 31 à Paris. Le plein soleil qui va s'installer toute la semaine et les températures qui vont encore grimper mardi après-midi, 33 à Paris, 38, 39 degrés attendus sur le sud-ouest. Hydratez-vous, protégez-vous bien de ces très fortes chaleurs qui s'installent sur le pays. C'était la météo avec Bexley. Bexley, vous avez le sens de l'étiquette. C'était la météo avec Tendre Plus. Tendre Plus, prenons goût au bon moment. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. Alors, avec celui-ci, vous pouvez faire jusqu'à 40% d'économie d'eau. Ce bois est produit dans des forêts plus durables. C'est donc bien meilleur pour l'environnement. Salut. À demain. Castorama, changer nous fait avancer. Pour réussir, on vous a dit qu'il faut parler plus fort que tout le monde. Oui, bien sûr, nous avançons sur votre dossier. J'attends simplement la signature. C'est parfait, merci. J'ai hâte de travailler avec vous. Heureusement, les règles ont changé. Collaborez efficacement grâce au PC portable, HP Elite Dragonfly et la fonction de réduction de bruit. Avec HP, travaillez sereinement. Vous connaissez tous Adriana Carambeu. Adriana et sa silhouette de rêve. Adriana et ses engagements associatifs. Adriana et ses émissions de télé. Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a choisie comme marraine de Comme J'aime. Ah bon? C'est pourquoi? Eh bien, parce qu'en nutrition, elle en connaît un rayon. Et vous savez, il n'y a pas de secret. Pour perdre du poids, il faut manger sain et équilibré. Avec Comme J'aime, vous allez perdre du poids de manière raisonnée. Alors, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Savez-vous comment Ayer améliore votre quotidien? En proposant le mode de cuisson idéal pour chaque recette. Votre four connecté Ayer s'adapte à un style de vie exceptionnel. Le vôtre. Ayer. Connecté à l'extraordinaire. Dès qu'elle est entrée chez Spoticar, j'ai su qu'on allait vivre plein de choses ensemble. Et que si on m'avait aussi bien révisé et préparé, c'était pour le jour où elle aussi serait prête pour moi. Spoticar, l'un des plus grands réseaux de voitures reconditionnées en France. Plus de 40 000 véhicules disponibles immédiatement, en ligne ou en concession. Spoticar, nos voitures n'attendent plus que vous. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Cocktail piscine, ce sont bien plus que de simples piscines. Cocktail piscine, célébrons le plaisir. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer.
Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, les Baléares sont à partir de 349 €, tout compris. Tout est dit. Nouvelle Opel Astra, hybride rechargeable. Venez l'essayer. I am what I live. My way. The new floral fragrance, Giorgio Armani. Amateurs de faits divers, amoureux de suspense et d'intrigue, enfin un site pour vous, RMC Crime. Retrouvez toute l'actualité des grandes affaires criminelles en France et à l'étranger. Replongez dans les dossiers des enquêtes les plus célèbres. Et pour vous, en exclusivité, faites entrer l'accusé en version podcast. Votre nouveau rendez-vous à ne pas manquer. Sans oublier la pop culture du crime, sorties ciné, séries, documentaires ou encore romans. RMC Crime, enfin un site qui n'a pas froid aux yeux. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité à 16h. Le Covid menace le Tour de France avec un nouveau coureur positif aujourd'hui, le Français Guillaume Martin. Il n'a pas pris le départ de la 9e étape. Ça fait 3 coureurs positifs au total. La peur d'un cluster dans le peloton est de plus en plus grande. Une nouvelle vague de forte chaleur arrive. Il va faire 38 degrés dès demain. Ça pourrait encore grimper plus haut et durer plus longtemps que l'épisode exceptionnel de début juin. Où fera-t-il le plus chaud? On fait le point dans cette édition. Et conséquence directe de ces fortes chaleurs, la fermeture prématurée du glacier des Deux Alpes ce dimanche. Victime de la chaleur, il a fermé ses portes à 14h plus tôt que prévu. Nous serons dans un instant avec Fabrice Boutet, directeur général de la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez. Et puis en Ukraine, les bombardements russes sont incessants. Une frappe sur un immeuble a eu lieu dans le pays, dans l'est du pays. Un dernier bilan fait état de 15 morts. 5 personnes ont pu être sauvées. Les précisions dans ce journal. Mais d'abord, donc, l'inquiétude sur le Tour de France avec cette dernière information de la journée, le coureur français de la Cofidis, Guillaume Martin, qui a été testé positif au Covid. Il a dû abandonner. Il vient s'ajouter aux 2 autres coureurs positifs hier, dont un coéquipier du maillot jaune, Tadej Pogačar. La menace Covid plane sur le peloton. Les précisions de Valentin Jamin, envoyé spécial RMC Sport BFM TV sur les routes du Tour. Un des meilleurs Français contraint de quitter le Tour de France ce matin. Guillaume Martin, 14e du classement général, a été testé positif au coronavirus. Il était pourtant en forme jusqu'à hier, le coureur de l'équipe Cofidis. Mais après application du protocole mis en place par les organisateurs, il est contraint d'abandonner le Tour de France ce matin de cette 9e étape. Guillaume Martin est contagieux et représente un danger pour les autres coureurs du peloton, pour ses coéquipiers, pour les staffs. Donc d'une manière collégiale, il a été décidé qu'il soit tout simplement non partant. Il a besoin de rentrer chez lui, de se soigner, d'être isolé. Et puis probablement que dans une dizaine de jours, ça ira mieux. C'est une mauvaise nouvelle. C'est le 3e test positif en 2 jours pour un coureur du Tour de France. La contagiosité du virus monte et inquiète ici même au sein des équipes. L'équipe par exemple du maillot jaune Tadej Pogačar aimerait restreindre un petit peu les contacts avec l'extérieur et notamment avec le public. Demain, journée de repos pour les coureurs, donc un petit peu de répit mais aussi de la fébrilité puisque ce soir, l'ensemble du peloton sera de nouveau testé au coronavirus. Peut-être une piste d'explication pour expliquer ce phénomène. Cette année, sur le Tour, la bulle sanitaire a été revue à la baisse par rapport aux 2 années précédentes. Ce que regrette le docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Vous avez des spectateurs qui sont vraiment... Alors ça, c'est vraiment typiquement... Regardez, ils sont là, dans des lieux concentrés, où personne ne porte de masque. Donc s'ils aiment vraiment le Tour de France et qu'ils ne veulent pas le perturber, là, ils doivent porter un masque quand ils sont trop proches des coureurs. Ils ne sont pas toujours sur leur vélo. Hein. Ils descendent du vélo, ils croient qu'ils sont dans la foule, ils se font masser, ils vont dans des endroits et dans les hôtels, etc. Alors déjà, j'ai appris qu'ils ne dormaient plus à 2 par chambre, mais ils sont tout seuls dans leur chambre. Mais si le personnel autour n'est pas masqué, c'est clair qu'il y a du risque.
Dans l'actualité également, cette nouvelle vague de chaleur qui arrive sur la France la semaine prochaine, le pays qui va à nouveau suffoquer. Il va faire 38 degrés dès demain, notamment dans le sud-ouest. Le pic est lui attendu pour le week-end prochain. Iléla Laflahi et Audrey Allos. À Boissé et Gaujac, dans le Gard, la semaine s'annonce brûlante. Le mercure va dépasser les 37 degrés. Alors au camping Paradis, les vacanciers se préparent à ces fortes chaleurs et certains sont mieux lotis que d'autres. Comme Sandrine, emplacement 276. Là, il est sous les arbres, regardez. Donc on est bien protégé du soleil. Venue de Normandie il y a 10 jours avec enfants et petits-enfants, la famille compte bien profiter des vacances et sait comment éviter les coups de chaud. Ça sera soit la rivière, soit comme la piscine. Et puis s'il fait très chaud, on ira dans les grandes surfaces et puis on prendra un petit peu la clim parce que là, on n'a pas la clim. Au pont du Gard, on appréhende déjà la fin de semaine prochaine et les 40 degrés annoncés. Les pieds dans l'eau, Jérémy et sa mère qui ont quitté le nord de la France pour les vacances vont devoir s'adapter. On s'hydrate, on se baigne et on reste à l'ombre. Ça sera à voir si on peut sortir de la journée ou ça sera plutôt le soir, quoi. Je crois que c'est dans la journée, c'est enfermé ou bien à l'ombre, quoi. Et le directeur du site a lui aussi quelques conseils à donner aux vacanciers en quête de fraîcheur. Puis il y a des lieux aussi qui sont frais puisqu'on a des lieux d'exposition, ils sont climatisés. Le pont du Gard est aussi à 19h, 20h, 21h est beau et on le découvre là au crépuscule. À 7, la vague de chaleur se fait déjà ressentir. En milieu de matinée, la température dépasse les 30 degrés. Une bonne raison pour aller à la plage en famille et chacun a ses astuces pour profiter de la mer et se protéger du soleil. Je vais dans l'eau, j'attrape des coquillages et des oursins. Ici, on a deux Bernard l'ermite et un oursin. Ici, on a fait un château de sable. On met des t-shirts anti-UV, des casquettes, le parasol, la tente aussi. Et puis, on essaye de se protéger et surtout, on va pas tarder à rentrer. La vigilance est de mise car la vague de chaleur risque de se transformer en canicule et pourrait s'étaler au-delà du week-end prochain. Sandra Larue, notre spécialiste météo, est avec nous en plateau. Sandra, qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours ? Alors c'est enclenché, en effet, c'est ces températures qui vont grimper, qui ne vont cesser de grimper. On va assister à une hausse progressive déjà aujourd'hui. Donc les températures étaient déjà très élevées, on était déjà nettement au-dessus des normales de saison. Vous le voyez, on a cette France totalement dégagée, de quoi laisser arriver cet air très chaud en provenance du Maghreb. Donc les températures donc déjà très élevées ces derniers jours montent d'un cran encore aujourd'hui, même si ça reste aujourd'hui encore tout à fait respirable. On est quand même dans des conditions plutôt calmes là, alors que vous voyez déjà, on est quasiment partout dans des valeurs bien supérieures, ou en tout cas, tout juste supérieures à 30 degrés. 35 degrés sur le golfe du Lion, 34 à Toulouse, 33 à Bordeaux, 32 degrés sur l'ouest, sur la façade atlantique, il va faire très chaud, 32 à Nantes, à La Rochelle, sur les Pays de la Loire, 30 degrés au Mans, 29 à Paris. Bref, pour cet après-midi, ça va encore, mais ça monte vraiment d'un cran pour demain. Déjà dans la matinée, on va le voir, il faisait 14,5 degrés ce matin à Paris, il en fera déjà 17 demain matin, 20 degrés à Bordeaux. Donc ça commence tout doucement à monter le matin. Il faisait déjà très chaud sur le sud-est en matinée, donc ça continue. Et dans l'après-midi, là, on atteint encore des valeurs plus élevées, 36 à 38 sur le sud-ouest, sur la vallée du Rhône. Vous le voyez aussi sur la façade atlantique, dans l'intérieur des terres, 34 à 36, 30 à 34 degrés. Donc quasiment partout, on sera dans des valeurs bien supérieures à 30 degrés. Voilà dans le détail les températures pour votre après-midi de demain, donc ça monte progressivement, 37 du côté de Toulouse, 36 à Bordeaux, 31 à Paris, et ça continue pour la journée de mardi avec des pointes localement à 39, 40 degrés sur le sud-ouest, fort probablement, et ça pourrait remonter assez haut, vous le voyez, jusque sur l'intérieur de la Bretagne. Donc des températures qu'il va falloir surveiller, il va falloir surtout aussi beaucoup se protéger, puisque dans le détail, ça va donner ça pour mardi après-midi. Et vraiment, alors on pourrait avoir une toute petite baisse, mais avoir vraiment 1 ou 2 degrés sur les régions du Nord pour jeudi, pour ce 14 juillet. Mais ce sera très temporaire parce que le pic de cet épisode de forte chaleur est attendu le week-end prochain. Écoutez à présent l'analyse du climatologue Jean Jouzel. Il n'est malheureusement pas surpris par la multiplication et l'intensité de ces phénomènes. Ce n'est pas une surprise. Disons, quand on regarde les 30 dernières années, eh bien déjà, sur des régions comme l'Europe de l'Ouest ou bien le pourtour méditerranéen, il y a une intensification des vagues de chaleur et elles deviennent soit plus fréquentes, soit plus, disons, intenses. Et on a vu en France, par exemple, une température de 46 degrés qui a été atteinte, je crois, en 2019. Donc, et c'est ce que l'on prévoit
disons, notre communauté scientifique dans un contexte de réchauffement climatique. Disons, ce qui se passe est vraiment ce que l'on prévoit. Je dirais que ce serait presque une surprise que ça ne se passe pas comme ça se passe actuellement. C'est-à-dire que, eh bien, déjà à 1 degré de plus en moyenne, une vague de chaleur disons, typique des années pré-industrielles, devient 3 fois plus fréquente. À 1,5 degré, elle deviendrait 4 fois plus fréquente. À 2 degrés, 6 fois plus fréquente. Et donc, disons, à une vague de chaleur qui se reproduit une fois tous les 10 ans, eh bien, à plus 4 degrés, elle se reproduirait pratiquement tous les ans. On voit bien, et tout cela, on le dit, on le redit, c'est quelque chose qui est prédit par les rapports successifs du GIEC depuis plus de 20 ans maintenant. Donc voilà, c'est quasi mécanique, c'est-à-dire que les températures records augmentent plus rapidement que les températures moyennes, donc c'est plus intense les réchauffements. Et le problème aussi, c'est que de plus en plus, eh bien, on voit que ces vagues de chaleur se combinent avec des périodes de sécheresse. Je crois que ça va être le cas en tout cas pour la prochaine semaine. Ça se termine aussi assez régulièrement par des pluies torrentielles. Et on voit bien cette mécanique un peu difficile par rapport disons, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, les vagues de chaleur, les pluies torrentielles. On a vu aussi, par exemple, l'été dernier, effectivement, aux Pays-Bas et en Belgique et en Allemagne, ces pluies torrentielles qui ont fait aussi des victimes. Donc c'est tout cela, la mécanique et bien sûr les feux de forêt aussi qui sont largement favorisés, dont l'extension est largement favorisée quand on combine sécheresse, disons, vent violent et puis aussi, bien sûr, canicule. C'est tout cela qui est malheureusement au menu de cet été. Il faut faire très attention, il faut se protéger, vous l'avez bien dit, et la prévention est extrêmement importante. Jean Jouzel, on a tous en tête évidemment la canicule de 2003. Il y avait vraiment eu une sévérité inédite avec de nombreux morts. Est-ce que cet épisode de forte chaleur, on verra si c'est une canicule, peut être plus importante, beaucoup plus importante que celle de 2003 ? Déjà, on arrive à des températures qui sont proches de celles de 2003. On s'y habitue progressivement, mais les températures que l'on va connaître au cours disons, au-delà de 40 degrés dans certaines régions, ce que nous a bien décrit Sandra Larue, ce sont quand même des températures qui ont été, elles, atteintes en 2003. On ne sait pas, disons 2003, c'était à la fois très chaud, très long, ça a duré une douzaine de jours, et pour le moment, je crois là aussi qu'on n'a pas une capacité de prédiction à échéance de quelques semaines pour dire si oui ou non nous aurons quelque chose d'équivalent à 2003. Mais disons que nous prenons le chemin effectivement d'une véritable canicule, même si le mot n'a pas encore été prononcé, si ça se poursuit au cours des semaines à venir. Mais là, il y a un point d'interrogation auquel je ne peux pas répondre. Mais le risque est là, et des canicules comme 2003, si ce n'est pas cette année, eh bien ce sera une année, dans les années à venir, qu'elle se reproduira. Alors, du point de vue, je crois, sanitaire, nous sommes quand même mieux préparés qu'en 2003. En 2003, il y a eu 15 000 morts supplémentaires en France. Ce ne devrait pas être le cas, même si nous avions quelque chose d'équivalent à 2003. Je crois que nous sommes mieux préparés, la prévention est mieux faite, en particulier pour les personnes les plus fragiles. Donc c'est bien sûr mon souhait que ce ne soit pas le cas, vous voyez bien, mais dire qu'on n'aura pas une canicule équivalente à 2003 est très difficile. Mais nous sommes vraiment, vraiment, je crois, mieux préparés. Il faut beaucoup de vigilance et bien sûr, je crois que c'est ce que vous demandez tous et ce que nous demandons tous, beaucoup d'attention à ces vagues de chaleur. Un changement climatique qui impacte même au plus haut des sommets. Fini donc le ski aux Deux Alpes. Faute de neige, le glacier de la station iséroise, qui est l'un des plus grands glaciers skiables d'Europe, a fermé son accès aujourd'hui à 14h avec 3 semaines d'avance. Bonjour Fabrice Boutet, vous êtes le directeur général de la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez. La date de fermeture avait déjà été avancée à 2 reprises par rapport à celle de l'an dernier. La cause, c'est donc la canicule. Décrivez-nous un peu cette situation météo sur place ces derniers temps. En fait, on a deux problématiques. La première problématique, c'est que le réchauffement fait que la qualité de neige et la promesse client pour toutes les équipes nationales, les ski clubs, l'ENSA pour l'enseignement du ski, n'est plus au rendez-vous. Et la deuxième, c'est que cette neige n'étant plus aussi serrée et aussi dure, eh bien, on a beaucoup de mal à se protéger notre glace. Et comme on ne peut pas protéger la glace, eh bien, le ski, dans ce cas-là, vient impacter la glace et vient l'esquinter. Donc, on a pris la décision d'arrêter le ski. Alors concrètement, quelles sont les activités à l'arrêt et celles qui restent faisables ? Et est-ce que vous avez pu estimer le manque à gagner pour la station ? Alors,
pour le manque à gagner pour la station, je ne l'ai pas encore, parce qu'on a une population qui fait du ski, qui va s'arrêter, mais aussi on a une population qui fait du VTT, surtout sur l'ensemble des domaines. On a des promeneurs, on a des randonneurs, on a des contemplatifs. Donc on a vraiment une population qui vient de plus en plus à la montagne. Et j'écoutais votre émission, l'intérêt que l'on a, c'est qu'on a encore un air plutôt frais, ce qui nous donne une vraie capacité de bonne respiration. En revanche, sur la partie d'activité, c'est le ski qui s'arrête, puisque la neige ne protégeant plus la glace, il est hors de question de continuer d'esquinter ou d'esquinter notre glace. Alors le glacier des Deux Alpes était le dernier de la région encore accessible, puisque celui de Tignes a fermé le 1er juillet avec un mois d'avance. Un autre glacier dans la région, celui de Pisayas à Val d'Isère, n'a pas ouvert carrément cette année. Est-ce que vous observez concrètement les effets du réchauffement climatique aux Deux Alpes? De quelle manière et depuis quand? Alors, on l'observe depuis 25 ans à peu près, puisque c'est un glacier qui a reculé à peu près de 35 mètres en largeur et en longueur, et en épaisseur également. On a perdu beaucoup d'épaisseur de neige, et de glace surtout. Ça fait 25 ans que c'est engagé. La seule différence avec les autres glaciers, c'est que nous sommes sur une calotte glaciaire, et plus nous avons de la neige fraîche, c'est-à-dire tout au long de l'hiver, nous piégeons la neige de telle façon à ce que cette neige, on la répartisse sur la glace pour quand le soleil vient taper sur le glacier, elle tape sur la neige et donc la neige protège la glace. Mais là, il s'avère qu'on est face à un événement planétaire climatique que nous n'avions pas prévu, qui est en dehors des règlements, enfin des façons qu'on a de voir ça tous les étés. Et donc, il s'avère que là, la neige a vite fondu et donc on est sur de la glace directement. Ça veut dire qu'il va falloir que vous revoyiez votre mode de fonctionnement, les activités de montagne que vous proposez pour les prochaines saisons? Alors, il est clair que pour le ski, on est vraiment dans la réflexion depuis un certain moment, c'est de se dire que le mois de mai et le mois de juin sont vraiment des mois où on a une très bonne neige qui est conservée de l'hiver, et on a donc un vrai ski de printemps, et le ski d'été commence à devenir quelque chose de compliqué. Donc l'idée est plutôt de se dire, est-ce qu'on peut décaler et glisser tranquillement du ski d'été vers le ski de printemps et avoir une vraie qualité de ski pour les ski clubs, pour les professionnels du ski qui nécessitent une neige technique, plutôt sur le mois de mai et plutôt sur le mois de juin. Merci beaucoup Fabrice Boutet d'avoir répondu à notre invitation cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez. La chaleur qui est donc aussi la cause de ces nombreux incendies cet été, et 2 nouveaux incendies, notamment cet après-midi dans l'Hérault. Le premier s'est déclaré à Montbazin entre Sète et Montpellier, un autre dans les environs à Villeneuve-les-Maglones. Ce feu qui a été fixé, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus. Évidemment, vous voyez ces images, les pompiers restent mobilisés pour éviter tout autre départ de feu. La situation reste donc sous haute surveillance. À l'étranger, ce 137e jour de guerre en Ukraine, il y a eu une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Tchassifiar, c'est dans l'est de l'Ukraine. Dernier bilan, 15 morts et 5 personnes sauvées selon les secours. Les bombardements sont incessants et ça risque de durer encore longtemps. Le décryptage avec le général Pellistrandi, notre consultant défense BFM TV. Même si les Russes ont affirmé qu'ils faisaient une pause opérationnelle dans la région du Donbass, on voit bien que les bombardements continuent. Il y a donc eu cette frappe sur Tchatsiviar, qui est une ville à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Kramatorsk. Donc on voit que cette région concentre les frappes sur des cibles qui sont, il faut le souligner, des cibles civiles, sans aucune valeur militaire. Mais il y a eu également des frappes à Mykolaiv, il y a toujours Odessa, Kharkiv. Kharkiv, n'oublions pas, c'est la 2e ville du pays. Donc cette pression permanente par les Russes. Et avec cette incertitude sur les jours et semaines à venir, il semblerait que les Russes vont relancer leur offensive une fois qu'ils auront recomplété des unités qui ont été très sérieusement sollicitées pendant la bataille du Donbass. Et justement, c'est une information des renseignements britanniques que la Russie serait en train, à l'heure actuelle, de déplacer des forces venant d'un peu partout dans le pays pour justement renforcer cette offensive et en effectuer de futures dans l'Est notamment. Oui, on voit bien que Vladimir Poutine n'a absolument pas renoncé à ses objectifs. Le Donbass étant cette étape décisive, il en a déjà pris une partie. Il veut aller jusqu'au bout avec notamment donc cette double agglomération de Sloviansk-Kramatorsk.
Mais c'est un très gros morceau. Pour cela, il lui faut davantage de force, il lui faut davantage de soldats. C'est l'un de ses problèmes. Et pendant ce temps-là, il faut aussi que les Ukrainiens préparent leur défense. Donc on voit bien qu'on est dans un conflit long, un conflit meurtrier et qui, hélas, va durer bien au-delà donc des semaines et mois à venir. La politique à présent et le gouvernement qui veut tourner la page du quoi qu'il en coûte. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, affirme que nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Marine Le Pen estime, elle, qu'Emmanuel Macron a acheté son élection grâce au quoi qu'il en coûte. Elle était dans l'invité de BFM Politique à la mi-journée. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, il a acheté son élection par le quoi qu'il en coûte dans les derniers mois. Et aujourd'hui, il dit, bon, maintenant que je suis élu, les enfants, on va recouper les robinets, vous avez été bien gentils et vous vous êtes fait avoir. Ce qu'il faut, c'est des mesures structurelles pour soutenir le pouvoir d'achat. Et les mesures structurelles, je l'avais annoncé, enfin je l'avais en tout cas proposé, je continuerai à le faire à l'Assemblée d'ailleurs, la TVA d'abord à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, d'alimentation et d'hygiène. Et puis on parle aussi de sport avec du foot féminin. La France débute son Euro face à l'Italie à 21h. En quête d'un premier titre, les Bleus figurent parmi les favorites. Anthony Reich et Arthur Jean. C'est une entrée en lice qui fait déjà office de finale. Face à l'Italie, la 14e nation mondiale, les Bleus ne doivent pas se rater, sous peine de voir leur place en quart de finale déjà menacée. Nous n'y sommes pas encore. Je l'ai dit, franchement, honnêtement, voilà, le match de demain il est important. C'est lui qui va nous donner cette confiance pour la suite. Je considère que les 3 premiers matchs que nous avons, c'est un match de championnat. Il faut remporter ce mini-championnat et en respectant toutes les équipes. Donc après, on aura le temps de se projeter. Franchir ce cap des quarts de finale, ce serait une performance historique pour ces Bleus qui ne l'ont jamais fait. Première nation européenne, 3e nation mondiale, ce groupe France, même rajeuni, doit assumer son statut et entrer sereinement dans la compétition. Moi, j'ai pas noté forcément d'impatience, en tout cas pas sur les séances d'entraînement. Il n'y a pas non plus d'énervement sur les périodes hors terrain. Moi, je sens plutôt une équipe sereine, concentrée, qui sait bien rigoler quand il faut le faire. En conférence de presse, la sélectionneuse Corinne Diacre rassure hier. Pas de blessés, ses 23 joueuses sont disponibles. Et cela inclut vraisemblablement sa capitaine Wendy Renard ou encore son arme offensive numéro 1, Kadi Diatou Diani, sur qui il faudra compter pour assommer les Italiennes et faire peur aux meilleures équipes européennes. Tout de suite, l'infotrafic. Suivez votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. Bison futé qui voit orange dans le sens des départs aujourd'hui dans le sud-est, vert sur tout le reste du pays. Demain, vous le voyez, ça roulera encore mieux, c'est vert partout. Et à l'heure actuelle, sur le fameux péage de Saint-Arnoux en Yvelines, en région parisienne, sur la 10, eh bien, il y a quelques petits bouchons, mais on a vu bien pire à cet endroit. Donc, c'est assez raisonnable. Restez tout de même prudents sur la route. C'était votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. À suivre sur BFM TV, c'est 2 nouveaux départs de feu ce dimanche, notamment à Villeneuve-les-Maglones dans l'Hérault, où le feu finalement a été fixé. Nous serons dans un instant au plus près des pompiers. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Une mouche peut vous coûter vos nerfs. Pluto TV ne vous coûtera jamais rien. Plus de 80 chaînes télé, 1000 films et séries à la demande, et tout ça gratuitement sur tous les supports. Pluto TV. Streamer, c'est gratuit. Honor Magic 4 Pro. Des photos plus vraies que nature. La magie de l'image comme au cinéma. Et une charge ultra rapide. Honor Magic 4. The Power of Magic. Honor.
Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Êtes-vous prêt à passer une Nova Nuit? Endormez-vous plus rapidement. Réveillez-vous moins souvent. Et soyez en forme le matin. Nova Nuit Triple Action libère plus rapidement la mélatonine pour passer une Nova Nuit. G7, la ville est belle. SFR présente le séjour idéal chez Papy et Mamie. Ah bah c'est une bonne Wi-Fi pour que mes petits-enfants puissent jouer à leurs réseaux sociaux. Regardez, Chloé a fait un live avec un influenceur de fou. Bah nous aussi, on peut en avoir des influenceurs là. C'est Ronaldo. C'est qui? Bah c'est le joueur de basket. Profitez de la fibre de SFR et du Wi-Fi 6 partout dans la maison. Et nouveau, avec la solution Internet garantie, restez connectés lors de votre déménagement. SFR, enjoy. Parier, c'est un rituel. C'est des experts, des débutants. Mais parfois, parier, c'est pas pour tout de suite. Parier, ce n'est pas avant 18 ans. Parions Sport, nous sommes les parieurs. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison? Arthurimo.com. Il a dit arthurimo.com, là. Et pourquoi arthurimo.com? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur arthurimo.com. Rendez-vous sur BFM Alsace, votre chaîne d'infos 100% locale, pour tout savoir près de chez vous, dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et les départements frontaliers. L'actualité, votre météo, trafic, sport, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM Alsace, canal 30 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Vous voyez cet éleveur, cette productrice de fromage et ce producteur de tomates? Ils font tous partie des alliances locales Leclerc. Des circuits courts entre des magasins Leclerc et des petits producteurs. Aujourd'hui, il y a 15 000 alliances locales pour développer leur activité. Parce que défendre les filières agricoles françaises, ça commence en local. Leclerc. Le saviez-vous? Paris-Plage fête ses 20 ans cette année. Depuis son ouverture, des millions de Parisiens et de touristes ont pu profiter des activités ludiques et sportives proposées gratuitement. Et depuis 2017, on peut même se baigner au bassin de la Villette. Paris-Plage en partenariat avec BFM TV. La météo avec Bexley. Bexley, vous avez le sens de l'étiquette. Avec Tendre Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. Il va falloir se protéger, se préparer aussi à vivre une semaine qui s'annonce être difficilement supportable. Regardez cette France largement dégagée, une dorsale anticyclonique de la France à l'Espagne et cette goutte froide qu'il va falloir surveiller qui pourrait se positionner au large du Portugal de sorte à nous amener cet air très chaud en provenance du Maghreb, cette pompe en chaleur une nouvelle fois qui pourrait se mettre en place. Ça se confirme de plus en plus. Lundi matin, ce sera du plein soleil, encore un petit peu de Mistral dans la vallée du Rhône. Même chose dans l'après-midi. Petit bémol sur les reliefs où on pourrait avoir quelques bourgeonnements nuageux qui apporteront quelques averses dans le courant de la journée. Les températures, évidemment, cette masse d'air qui va rougir. Les températures qui progressent déjà en matinée. 17 à Paris contre les 14,5 degrés de ce dimanche matin. 20 degrés déjà à Bordeaux, 20 degrés à Marseille.
23 à Nice, c'est dans l'après-midi. Là aussi, ça monte d'un cran. Sur le sud-ouest, sur l'ouest également, sur les Pays de la Loire, on attend 37. Donc du côté de Toulouse, 36 à Bordeaux, 34 à Montélimar, 35 à La Rochelle, 34 à Nantes, 33 degrés au Mans, 31 à Paris, 32 à Brest. Des valeurs vraiment impressionnantes. Dans le courant de la journée, mardi, toujours ce plein soleil. Des températures qui continuent de progresser. Cette hausse qui sera vraiment progressive et constante tout au long de ces prochains jours, 38, 39, localement 40 degrés également atteignables assez facilement sur le sud-ouest, 34 degrés du côté de Montélimar, sur l'ouest également ces fortes chaleurs, 37 à La Rochelle, 33 à Paris, 33 à Brest aussi, 31 à Lille, du plein soleil mercredi. Alors on va avoir pour le 14 juillet un léger voile nuageux qui pourrait très temporairement faire baisser d'1 ou 2 degrés les températures au nord. Ce sera très temporaire puisque le pic de cet épisode est attendu pour samedi et dimanche. Regardez les températures qui étaient relativement encore respirables en moyenne au nord le matin, qui vont grimper d'un cran aussi. Donc une journée de dimanche qui s'annonce difficilement supportable et on confirmera tout cela, mais ça pourrait aller encore au-delà. C'est évidemment du plein soleil toute la semaine. Protégez-vous bien, hydratez-vous bien. C'était la météo avec Bexley. Bexley, vous avez le sens de l'étiquette. C'était la météo avec Tendre Plus. Tendre Plus, prenons goût au bon moment. 16h27 sur BFM TV, à la une de l'actualité dans ce journal. Sécheresse, vent et chaleur, l'été de tous les dangers pour les pompiers. Ces 2 nouveaux incendies dans l'Hérault en attestent. Cet après-midi, ils ont été fixés. Nicolas Coadou a assisté à l'extinction de l'un d'eux à Villeneuve-les-Maglones, au plus près des pompiers en intervention. Des incendies alors que les fortes chaleurs vont s'installer sur le pays. 38 degrés dès demain et un pic probable en fin de semaine. Une nouvelle vague de très forte chaleur qui va déferler sur toute la France, la 3e de l'année, et le phénomène pourrait durer. Un 3e coureur vient d'être testé positif au Covid sur le Tour de France. Il s'agit du Français de Cofidis, Guillaume Martin. Il n'a pas pris le départ de cette 9e étape. La menace Covid plane de plus en plus sur le peloton. Et puis en Ukraine, au moins 15 morts dans une frappe russe à l'est du pays. Un immeuble d'habitation de la ville de Tchassifiar a été touché. Les bombardements se poursuivent sans relâche dans toute la région de Donetsk et dans le sud. Et ces 2 nouveaux incendies dans l'Hérault. Le premier s'est déclaré à Montbazin, c'est entre Sète et Montpellier. Un autre dans les environs. C'est ces images que vous voyez à Villeneuve-les-Maglones. Un feu qui a été fixé, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus. Vous voyez ces images de Nicolas Coadou sur place, qui a donc assisté à l'intervention des pompiers. Absolument, vous le voyez sur ces images de Cléa Joanneau, les pompiers sont en pleine intervention. Alors, le feu est officiellement fixé. Souvent dans nos reportages, dans nos directs, on vous explique qu'un feu fixé ne veut pas dire un feu éteint. Eh bien, voilà l'explication la plus parlante, car vous voyez bien ces flammes qui sont en train de brûler tout autour de nous. Sur ces images de Cléa Joanneau extrêmement impressionnantes, eh bien, le feu est fixé. Ça veut simplement dire en fait qu'il ne se propage plus, qu'il est en quelque sorte maîtrisé par les pompiers. Mais regardez, ce qui est intéressant ici, ce qui est même très inquiétant, c'est qu'on est pas du tout loin des habitations, on est au contraire à seulement quelques dizaines de mètres. Vous le voyez sur ces images, il y a des serres et des maisons juste derrière en contrebas. D'ailleurs, vous pouvez voir les habitants extrêmement inquiets, munis d'un jet d'eau qui tente d'éteindre les braises pour éviter une reprise de l'incendie. Alors fort heureusement, les pompiers ont pu intervenir extrêmement rapidement, seulement quelques dizaines de minutes. Ils étaient sur place, il y a pu avoir 3 largages aériens, des moyens départementaux du SDIS de l'Hérault qui ont permis de ralentir la propagation du feu. Les pompiers étaient mobilisés sur un autre incendie. Vous l'avez dit, entre Sète et Montpellier, une fois l'incendie fixé, ils ont pu créer une colonne que nous avons eu la chance de suivre. C'est ensuite que les pompiers se sont rendus sur place pour fixer ce feu. Voilà, le travail des pompiers devrait continuer pendant au moins les prochaines heures, car vous le voyez, les foyers sont encore très nombreux et le climat de sécheresse intense favorise des reprises d'incendie extrêmement faciles, extrêmement rapidement. Donc les pompiers vont rester très vigilants et encore au moins plusieurs heures sur ce site. Des incendies favorisés par les fortes températures notamment, et ce n'est pas fini. Une nouvelle vague de forte chaleur arrive partout en France et deviendra probablement un épisode caniculaire. Alors comment les vacanciers s'adaptent-ils aux températures qui vont arriver ces prochains jours? Thomas Herman est à leur côté au pied du célèbre pont du Gard près de Nîmes. Jusqu'à 33 degrés cet après-midi ici au pont du Gard. Alors forcément, on profite du Gardon pour se rafraîchir, à la fois en se baignant dans l'eau ou tout simplement en canoë-kayak. On est avec vous, bonjour. Bonjour. Bon, c'est quoi le programme cet après-midi pour profiter un peu de la fraîcheur avec ce soleil? Rester là-bas, vers l'eau, c'est que ça avec les chiens. Oui, que ça.
pas beaucoup plus. Je précise que vous êtes irlandais. Oui, il fait chaud pour un Irlandais ou pas là? Oui, c'est comme c'est vraiment un calcul. Il fait chaud là-bas en Irlande, mais pas comme ici maintenant. Mais je suis pas habitué. Bon, vous restez encore la semaine prochaine ici. Oui, il y a un épisode caniculaire qui va durer jusqu'au week-end prochain. Comment on s'adapte pour les vacances là? Oui, je dois rester à l'hôtel, mais je peux pas aller à la plage avec le chien aussi. C'est trop pour nous. Ouais, donc tranquille chez nous, pardon. Et les bons conseils pour éviter le soleil, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger notamment? Je sais pas, boire beaucoup de l'eau et c'est que ça. Prendre du temps tranquille, mais pas au soleil, c'est trop pour nous. Merci beaucoup et passez de bonnes vacances, surtout ici à proximité du Pont du Gard. Alors je vous le disais, on va avoir un épisode caniculaire qui va arriver à partir de demain, entre 36 à 38 degrés dans le département. Mardi, jusqu'à 39 localement et surtout, le pic de cette vague de forte chaleur est attendu le week-end prochain. Sandra est avec nous pour faire le point sur cette situation météo. Météo France qui anticipe des températures jusqu'à 38 degrés demain. Quelle est l'importance de cette vague et quelles sont les régions concernées? Alors c'est tout le pays qui va être concerné par cette chaleur étouffante qui va s'installer sur le pays. On a tout ce contexte météo propice à cela, ces conditions anticycloniques, cette dorsale anticyclonique qui s'étend de la France à l'Espagne et puis cette goutte froide qui va venir peut-être fort probablement, venir jouer ce rôle d'aspirateur d'air chaud qui va propulser toute cette chaleur sur la France pendant de nombreux jours, en effet. Donc, c'est enclenché, ça y est, les températures cet après-midi déjà grimpent, 35 degrés sur le sud-ouest, mais ça reste globalement raisonnable et c'est fou parce que ces températures sont déjà très élevées pour la saison. 32 degrés sur la façade atlantique, 29 degrés à Paris, 30 degrés à Brest cet après-midi. Demain matin, là aussi, ça grimpe d'un cran par rapport à ce matin déjà. 17 à Paris contre les 14 degrés 5 de ce matin, 20 degrés à Bordeaux, 20 degrés à Marseille, 23 à Nice. Et dans l'après-midi, on monte encore en degrés, 36 à 38 localement sur le sud-ouest, sur la vallée du Rhône, sur la façade atlantique aussi. Et puis c'est tout le pays, les pays de la Loire aussi qui vont vraiment avoir des températures extrêmement élevées. Voilà dans le détail ce que ça va donner, donc 37-38 degrés localement. Et ce n'est pas fini puisque ça sera vraiment très progressif. Quasiment tous les jours, on va gagner entre 1 et 2 degrés sur des valeurs déjà extrêmement élevées. Donc localement 39 degrés, probablement 40 sur le sud-ouest, tout cela en remontant même jusque sur l'intérieur de la Bretagne, sur la vallée du Rhône. On a un pic qui est, voilà, dans le détail pour mardi après-midi, 33 à Paris, 37 degrés, donc du côté de La Rochelle, 36 à Nantes, 35 à Rennes sur les Pays de la Loire. Donc c'est des valeurs vraiment assez impressionnantes et ce n'est pas fini puisque vraiment le pic est attendu pour le week-end prochain entre samedi et dimanche. Nouvelle vague de chaleur donc annoncée sur toute la France demain avec des températures qui pourront atteindre les 38 degrés. Bonjour Alain Mazot, vous êtes climatologue au LSCE, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Ce qui inquiète, outre le niveau des températures, c'est aussi la durée que pourrait avoir cet épisode qui deviendrait donc caniculaire. Ça pourrait durer plus longtemps encore que l'épisode qu'on a connu début juin. Oui, tout à fait. Ça a l'air parti pour une durée encore plus longue que l'épisode du mois de juin. Le schéma, comme l'a expliqué Sandra Larue, est assez similaire, avec cette goutte froide qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et qui nous ramène de l'air chaud qui vient d'Afrique du Nord. Mais effectivement, ça a l'air parti pour durer. Et c'est bien inquiétant, toutes ces vagues de chaleur qui sont quand même le signe que le réchauffement climatique est bien là. Si on regarde par rapport à la situation d'il y a 25 ou 30 ans, il y a davantage de vagues de chaleur et elles sont plus intenses. Donc, il y a urgence à modérer le réchauffement climatique et à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On voit qu'il y a des répercussions très concrètes. On en parlait, il y a ces incendies, il y a la fonte de ces glaciers. Il va falloir s'habituer à ce genre de répercussions. Oui, parce que vous avez plus de chaleur. Donc effectivement, en haute montagne, il y a des records de chaleur. Ça fait fondre les glaciers. Et l'eau, elle joue comme lubrifiant. Et ça peut créer effectivement des chutes, comme on a vu en Italie, des chutes de morceaux de glaciers avec des conséquences très graves. Et évidemment, la glace aussi, c'est aussi une colle pour les roches. Donc on peut avoir des effondrements de glace, de glaciers, mais aussi des effondrements de roches. Donc il faut être très vigilant dans les zones à risque.
Alors, il n'y a plus de doute sur les conséquences de ce réchauffement climatique. On l'observe avec vous. Quand vous dites qu'il y a une urgence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est presque déjà trop tard. On a envie de dire qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dès aujourd'hui et qui peut faire quoi ? Alors, c'est jamais trop tard, si vous voulez, parce que l'amplitude du réchauffement à venir, il va dépendre de ce qu'on va faire. Et le monde sera beaucoup plus vivable si on arrive à limiter les choses à 2 degrés. Il y aura déjà des conséquences importantes. Mais si c'est 4 degrés au global sur la planète, là, ce sera extrêmement dur à gérer avec tout ce que vous pouvez imaginer comme conséquences, notamment pour les populations qui vivent dans des zones déjà fragiles climatiquement. Donc on ne peut que limiter la casse. Oui, mais c'est très important de le faire. Oui. Il faut limiter la casse, mais c'est vraiment très important de le faire parce que si on le fait concrètement pas... Comment on fait ? Écoutez, il faut d'une façon ou d'une autre réussir la transition énergétique, être moins dépendant des énergies fossiles que sont le pétrole, le charbon et le gaz. Donc il faut d'abord plus de sobriété, c'est-à-dire être plus économe, surtout les pays riches et qui ont les moyens technologiques de le faire. Et donc voilà, il faut absolument d'une façon ou d'une autre réussir cette transition, émettre moins de gaz à effet de serre. Il y a des progrès, mais le problème c'est que les progrès sont plus lents qu'il ne le faudrait par rapport à la situation qui ne s'arrange vraiment pas. Et puis pour supporter ces fortes chaleurs, Alain Mazeaud, vous nous dites qu'il faut réfléchir à l'aménagement des villes. Expliquez-nous. Tout à fait. Bon, je ne suis pas du tout urbaniste, mais il faut éviter et réduire les îlots de chaleur qui aggravent les choses de plusieurs degrés quand on est en milieu urbain. Et si vous passez en milieu urbain, disons, de 34 à 38 degrés, vous voyez bien que les conséquences pour les gens qui y habitent ne seront pas du tout les mêmes. Donc, il faut végétaliser, il faut éviter donc les pièges à chaleur en milieu urbain pour là aussi limiter la casse pour les populations qui sont dans les villes. Et ça aussi, c'est une urgence. Et ça, je ne vais pas dire que c'est facile à faire, mais relativement quand même. Donc un message qui s'adresse également aux politiques, puisque c'est eux qui ont la charge de cet aménagement, notamment au niveau des mairies, des communes. Végétaliser, donc c'est l'une des solutions. Est-ce qu'il y a d'autres politiques qui peuvent être mises en place pour favoriser et accélérer cette adaptation au réchauffement climatique et la limiter ? De toute façon, il faut aussi isoler les appartements, parce que quand il fait très chaud, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans les appartements, on ferme les fenêtres, en particulier celles qui sont du côté du soleil, on ne laisse pas entrer la chaleur. Donc l'isolation des appartements, que ce soit en été ou en hiver, c'est une bonne chose, et en plus, ça limite la consommation d'énergie dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà une autre piste qui commence, enfin qui est déjà là, mais encore une fois, il faudrait vraiment accélérer les choses. Et vous dites les politiques, mais les politiques, ils sont aussi responsables des émissions de gaz à effet de serre d'un point de vue national et pour la France, et puis européen. Donc voilà, il y a toutes les échelles, il faut agir à toutes les échelles. Merci beaucoup Alain Mazeaud d'avoir été en direct avec nous. Des températures élevées qui pourraient affecter les personnes les plus vulnérables. Alors quelles mesures sont prises dans les EHPAD pour veiller sur les pensionnaires ? Éric Angelo Bellini, directeur de l'EHPAD des Rousselières à Pleumartin, nous détaille un dispositif prévu. Encore faut-il avoir suffisamment de personnel. Nous avons déjà traversé au mois de juin une vague de chaleur assez forte, donc les plans bleus sont actifs et depuis 2003, nous avons bien progressé. Donc oui, bien sûr, tout un tas de mesures sont en place pour préserver lesquelles, par exemple ? Climatisation, plus de personnel, c'est-à-dire qu'on a renforcé les équipes parce que ce qui est primordial dans ces conditions-là, c'est le nombre de têtes et de bras. Nous avons affaire à des gens qui sont fragiles, qui ont besoin qu'on les accompagne dans les gestes quotidiens, s'hydrater, boire, mais pas trop, venir dans les pièces réfrigérées, rafraîchies, puisque nous avons une climatisation. C'est pas bien pour la planète, mais c'est bien pour les personnes fragiles. Donc on climatise, on rafraîchit toute une partie de l'établissement et on veille à ce que les résidents y passent régulièrement avec ce que ça provoque comme problématique, parce que quand on passe d'une pièce où il fait 40 degrés à une pièce où il fait 25, on a presque froid. Donc on sait faire.
Vous avez la chance, vous, dans votre établissement, visiblement, d'avoir pu trouver du personnel supplémentaire pour faire face à cette nouvelle vague de chaleur. Vous avez augmenté de combien cette main-d'œuvre pour aider les seniors de votre établissement ? Alors non, nous n'avons pas augmenté. Nous mobilisons les gens qui sont présents. Nous faisons avec les moyens du bord, dans une période où effectivement, vous avez raison, ce qui est fondamental, c'est le temps. C'est les têtes et les bras, c'est le temps humain auprès des personnes, que ce soit en établissement ou à domicile d'ailleurs. Et on a mobilisé les équipes. Les équipes, depuis 2 ans et demi, font la preuve d'un engagement professionnel admirable. Ils sont là. Ils savent que c'est une période difficile, ils savent que la vague de chaleur va être compliquée pour les résidents, donc ils sont là, ce sont les mêmes. Un changement climatique qui décidément a beaucoup d'impact, qui impacte même au plus haut des sommets. Fini désormais le ski aux Deux-Alpes, faute de neige. Le glacier de la station iséroise, qui est l'un des plus grands glaciers skiables d'Europe, a donc fermé son accès aujourd'hui à 14h avec 3 semaines d'avance sur le planning prévu. On parle à présent de cette grande crainte des équipes de ce Tour de France. Le Covid qui a fait, ça y est, son apparition sur la grande boucle depuis hier. Et aujourd'hui, le coureur français de la Cofidis, Guillaume Martin, a été testé positif, contraint d'abandonner, tout comme 2 autres coureurs dépistés hier. La crainte d'une épidémie est réelle, même si des mesures sont prises. Maxime Montiou avec Julien Richard, Arnaud Souk et Kevin Moran. 3 tests positifs et la psychose est de retour. Ce matin, le Français de l'équipe Cofidis, Guillaume Martin, a été annoncé non partant. Dans le peloton, le Covid refait surface et inquiète coureurs et managers. On sait très bien qu'on a tous un coup près au-dessus de la tête et que le Covid qui se diffuse un peu partout, on voit que les chiffres sont assez alarmants. Forcément, on est aussi au contact de la population, dans les hôtels, sur des routes. Et à un moment donné, ça peut se diffuser. Cette année, le public est de nouveau au contact des coureurs. Le protocole a été largement allégé par l'organisation. Exemple, un coureur positif mais asymptomatique pourrait poursuivre l'épreuve. Il est conseillé aux formations de tester régulièrement tous les membres de l'équipe. Beaucoup le font déjà et s'adaptent également en limitant au maximum les interactions entre les coureurs et les personnes extérieures. L'organisation doit vraiment faire un meilleur travail de contrôle sur la foule. Cette année, le Covid est plus dangereux pour nous que les 2 dernières parce que le variant Omicron est très contagieux. Il n'y a pas assez de spectateurs masqués et les masques ont été retirés des protocoles. C'est peut-être bon pour la course, mais certainement pas pour les coureurs. Lundi, lors de la journée de repos, toute la caravane du Tour sera testée par l'organisation. Du stress supplémentaire pour les favoris du classement général qui pourraient perdre tout espoir de succès en un instant. On en vient à présent à cette intervention de police qui fait polémique à Nice. Jeudi après-midi, des policiers ont fait usage de gaz lacrymogène dans le quartier des Moulins, à l'ouest de la ville, alors qu'ils poursuivaient des délinquants. Le problème, c'est que ça s'est passé au milieu d'une foule composée d'enfants et de familles. Sur une vidéo, des habitants du quartier interpellent un policier qui répond « Et alors ?» Alors, fallait-il utiliser du gaz lacrymogène parmi les enfants? Écoutez, Denis Jacob, qui fait partie du syndicat Alternative Police. On ne vit pas dans un monde de bisounours et je rappelle que ce quartier est un des quartiers très hostiles à la police nationale à Nice. Ça fait partie de l'ensemble du quartier de Saint-Augustin. Il y a 2 autres quartiers, l'Ariane et également les Liserons, où la police a la plus grande difficulté à intervenir. Mes collègues sont dans le feu de l'action. Ils n'ont qu'un objectif, c'est d'interpeller l'individu. Et la réaction du collègue, à mon avis, n'a même pas été faite en réfléchissant à ce que disait la personne. D'ailleurs, il était en mouvement. On le voit passer très rapidement sur la vidéo pour aller à la rencontre de ses collègues dans le cadre de cette interpellation. Mais à un moment donné, il va falloir aussi qu'on s'interroge de ce qu'on veut de la police nationale. Est-ce qu'on veut une police qui est là, comme ça, qui n'intervient pas, au risque de laisser des individus vendre à quelques mètres des enfants qui s'amusent de la drogue? Je rappelle que la sacoche dont je vous parlais a été retrouvée et elle contenait de l'argent et des produits stupéfiants. L'individu a fort heureusement été interpellé. Et donc voilà, mes collègues font leur travail. Ils ont pas le temps dans l'action, dans le feu de l'action, de répondre à ces personnes qui sont autour. On comprend bien. Mais ce qui interpelle, et c'est ce que dénoncent les habitants, c'est le contexte, c'est le fait qu'il y ait ces enfants, vous le disiez, cette fête qui se produisait avec ces enfants. Est-ce que finalement, on doit intervenir de la même façon quand il y a des enfants ou dans une situation normale avec des personnes qui doivent être interpellées et utiliser des gaz lacrymogènes? Est-ce qu'il fallait vraiment utiliser des gaz lacrymogènes alors qu'il y avait des enfants à côté?
Écoutez, j'étais pas sur place et personne n'était sur place hormis les policiers et les personnes qui y étaient. Il y aura peut-être une enquête, je ne le sais pas au moment où je vous parle. Notre travail, c'est de mettre un terme à la délinquance, à la criminalité. 16h45, la guerre en Ukraine, jour 137, et cette frappe sur un immeuble d'habitation à Tchassiv Yar, dans l'est du pays. Une frappe russe qui a fait au moins 15 morts. 5 personnes ont pu être sauvées, a annoncé le gouverneur. On fait le point dans ce reportage de Marion Bordier. Les secouristes se pressent sur les restes de cet immeuble résidentiel bombardé, à la recherche de survivants. Des décombres, ils sortent les corps des habitants décédés devant leurs voisins, traumatisés. Qu'est-ce que nous leur avons fait? Qu'est-ce que notre peuple a fait pour mériter ça? Il y a eu de l'obscurité et puis tout a commencé. Nous avons couru au sous-sol, il y a eu 3 coups. Le premier, quelque part dans la cuisine. Le deuxième, je ne m'en souviens même plus. Il y a eu la foudre. On a couru vers la deuxième entrée, puis tout droit dans le sous-sol. Nous sommes restés assis là toute la nuit, jusqu'à ce matin. Cette nuit, un missile russe a touché cette résidence de 4 étages de la petite ville de Tchassiv Yar, dans la région de Donetsk, tout près de la limite avec le Donbass. Depuis le début de la guerre, les Russes ne cessent de bombarder cette zone, cible principale de Moscou. Même si les Russes ont affirmé qu'ils faisaient une pause opérationnelle dans la région du Donbass, Vladimir Poutine n'a absolument pas renoncé à ses objectifs. Il semblerait que les Russes vont relancer leur offensive une fois qu'ils auront recomplété des unités qui ont été très sérieusement sollicitées pendant la bataille du Donbass. Selon les Ukrainiens, 591 civils sont morts dans la région de Donetsk depuis le début de l'invasion par la Russie. Et demain, BFM TV diffusera un document en ligne rouge de 24 minutes. Poutine, la vie cachée, la vie privée de Vladimir Poutine est un sujet tabou en Russie. Le président en parle rarement et fait taire ceux qui osent l'aborder. Notamment sur ses enfants. Vladimir Poutine a officiellement 2 filles nées de son mariage. Mais combien a-t-il d'enfants cachés? Une enquête de Michael Gagné et Olivier Ferraro. Extrait. Владимир Владимирович, время на личную жизнь. Если можно, начните с первого ответа. Спасибо большое. Это мне один приятель мой из Европы, такой большой начальник. Он мне как-то недавно говорит: слушай, у тебя есть любовь? Я говорю: в каком смысле? Ну, ты любишь кого-нибудь? Я говорю: ну да. А тебя кто-нибудь любит? Я говорю: да. Он, наверное, решил, что я зверил совсем. Он говорит: ну, слава богу, так водочки махнул. Все в порядке, не беспокойтесь. Le ton est léger, mais l'échange historique. La vie privée de Vladimir Poutine est un sujet tabou en Russie. Le président en parle rarement et fait taire ceux qui osent l'aborder. Tout de suite, votre chronique, prenez soin de vous. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. À la une ce dimanche, une méthode qui est en train de révolutionner la façon dont on traite le cancer. On parle d'immunothérapie ou comment soigner avec son propre système immunitaire. Et pour en savoir plus, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Olivier Minkelin. Vous êtes oncologue au CHU de Lausanne et vous avez commis ce livre en fait sur la révolution de l'immunothérapie avec votre collègue Georges Koukos. Donc la première question, c'est dire comment l'immunothérapie peut aller lutter contre le cancer. Oui, l'immunothérapie, c'est vraiment une nouvelle arme dans notre arsenal. Et elle a ceci de particulier qu'elle ne va pas cibler, comme la chimiothérapie, les cellules cancéreuses, mais vraiment essayer de stimuler notre système immunitaire, nos globules blancs. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que notre système immunitaire, on le garde toute notre vie. Donc si on arrive à le reprogrammer, on va être capable d'avoir une immunité durable, d'où les bénéfices sur le long terme qu'on voit chez les patients. Alors pourquoi cette stratégie ne fonctionne-t-elle pas sur tous les patients et quels sont d'ailleurs les cancers qui sont éligibles à l'immunothérapie? Alors c'est une stratégie qui malheureusement n'est pas efficace dans tous les cas, probablement parce que les mécanismes que la tumeur met en place pour résister au système immunitaire sont très différents. Donc il nous faut maintenant comprendre ces mécanismes et essayer de trouver les failles dans chacun des cancers. On a des cancers qui répondent extrêmement bien, le mélanome, le cancer du poumon, et d'autres qui par contre restent extrêmement difficiles à traiter, comme le cancer du côlon, le cancer du sein. Donc il nous faut maintenant comprendre les mécanismes dans ces cancers pour avancer. Est-ce qu'on a vraiment suffisamment de recul aujourd'hui pour
pour dire que ça fait partie de tout l'arsenal thérapeutique contre le cancer. Alors absolument, je pense que maintenant on a plus de 10 ans de recul, donc on sait que par exemple dans le mélanome, on a 6,5 ans de recul sur les grosses études et on voit qu'on arrive à un plateau, donc les patients maintenant sont vraiment sur un bénéfice de long terme, beaucoup n'ont plus de traitement, donc là on peut vraiment donc on peut l'arrêter un jour ou l'autre. Exactement, oui, on peut vraiment parler de rémission de longue durée et je pense qu'on a maintenant suffisamment de recul pour être sûr que ce pilier va rester comme un des fondamentaux de l'oncologie de demain. Olivier Mickeline, merci beaucoup. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. 16h51, merci de nous avoir suivis cet après-midi sur BFM TV. Vous retrouvez dans 7 jours BFM Léopold Audebert. Il parlera notamment de la situation dans l'Hérault avec ces 2 incendies qui se sont déclarés cet après-midi, qui sont fixés. Le feu, conséquence de cette sécheresse et de la chaleur qui nous attend ces prochains jours. Bonne fin d'après-midi sur BFM TV. Très bonne fin de journée à tous.